Le petit village français, avec ses maisons de pierre et ses toits de ardoise, était enveloppé par la lumière dorée du crépuscule. Léa, vêtue d'une veste en tweed et de bottes en cuir, marchait paisiblement dans les rues, observant les petites boutiques et les familles rassemblées sur les places. L'odeur de pain frais et de vin flottait dans l'air, tandis que le doux son de conversation et de rire résonnait des cafés et des restaurants locaux. Les fleurs sur les balcons des maisons créaient une atmosphère accueillante, et le ciel teinté d'orange et de rose apportait une sensation de nostalgie et de calme. Elle s'arrêta devant une ancienne vitrine, où une montre de poche affichait un dessin de constellation gravé sur le couvercle. L'objet semblait palpiter légèrement, comme s'il réagissait à un rythme invisible. En la prenant, une lumière intense apparut à l'horizon, se reflétant dans les fenêtres du village. Les habitants sortirent dans les rues, pointant le ciel, où un objet céleste flottait au-dessus de la Havane, lointain mais visible. Léa rangea la montre dans sa poche, sentant une chaleur étrange dans sa main. Cette nuit-là, elle rêva d'un homme penché sur de vieux cartes, traçant des routes entre les étoiles. La forêt voisine du village, dense et silencieuse, gardait des secrets plus anciens que les arbres tordus. Jorim, un botaniste qui évitait les foules, trouva un couteau simple sous des racines exposées. Le manche en bois, usé par l'usage, semblait absorber la lumière du soleil filtrée par les feuilles. La lame, bien qu'émoussée, reflétait des motifs qui rappelaient des veines humaines. Il le plaça dans son sac à dos, se demandant pourquoi quelque chose d'aussi ordinaire semblait si chargé d'un sens caché. Pendant ce temps, à la Havane, des artistes créaient des peintures inspirées par le phénomène céleste, l'interprétant comme un portail ou un message codé. Un musicien composa une mélodie en utilisant les fréquences captées de l'objet, tandis qu'un peintre représentait la ville sous un nouveau ciel étoilé, où les étoiles formaient des symboles inconnus. Léa, maintenant dans la ville, visita une exposition de ses œuvres. Une toile la fit frissonner. Elle montrait une figure tenant une clé dorée, entourée d'ombres qui ressemblaient à des mains tendues. Elle toucha la montre dans sa poche, remarquant que les constellations gravées sur celle-ci correspondaient à celles du tableau. Le lendemain matin, Jorim décida d'emmener le couteau à un historien local. L'homme l'examina attentivement, en soulignant des marques presque effacées sur le métal. « Ce n'est pas un outil ordinaire, dit-il, mais une partie d'un ensemble. Regardez ces inscriptions, ce sont des coordonnées célestes. » Pendant ce temps, Léa suivit une piste laissée par l'un des artistes, une adresse griffonnée au dos d'une toile. L'endroit était un observatoire abandonné, où des télescopes couverts de poussière étaient pointés vers le nord. Elle en ajusta un et vit l'objet lumineux agrandi. En se concentrant, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas d'une masse solide, mais d'un mécanisme rotatif complexe, comme les engrenages d'une montre cosmique. L'objet vibra, et la montre dans sa poche émit un clic. Une voix murmura quelque chose dans une langue qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle comprit. La clé n'ouvre pas les portes, mais révèle les couches. Dans la forêt, Jorim trouva un deuxième couteau identique au premier, planté dans un tronc creux. Ensemble, les lames formèrent un cercle parfait, avec des inscriptions qui correspondaient aux coordonnées de l'historien. Alors que la nuit tombait, les deux personnages, séparés par des kilomètres, virent l'objet céleste se diviser en fragments brillants qui tombèrent comme une pluie sur la Havane. Chacun tint les objets, sentant que le véritable mystère n'était qu'au début. L'objet fragmenté illumina la Havane comme un essaim de lucioles métalliques, chaque morceau planant au-dessus de quartiers différents. Léa courut vers la place centrale, où des centaines de personnes tendaient les mains vers les fragments qui émettaient un bourdonnement sourd, presque musical. L'un d'eux se posa à ses pieds, révélant une surface translucide avec des motifs semblables à ceux de la montre. Elle le toucha et des images apparurent dans son esprit. Une ville antique, des tours reliées par des ponts de lumière, et une figure vêtue de bleu, tenant une clé qui n'avait pas de serrure. Pendant ce temps, Jorim pressa l'historien sur les coordonnées. Elle pointe vers la constellation d'Orion, expliqua l'homme, mais pas vers les étoiles que nous connaissons. C'est comme si quelqu'un avait réorganisé le ciel. Il pointa vers une ligne reliant les couteaux. Cette route mène à un endroit qui n'existe plus, ou qui n'existe pas encore. Cette nuit-là, Léa rêva à nouveau de l'homme des cartes. Cette fois, il était dans une salle circulaire, entourée d'engrenages qui projetaient des hologrammes de galaxies. « Le temps est un tissu, dit-il, et vous tirez sur les fils. » En se réveillant, elle réalisa que la montre marquait des heures qui ne correspondaient pas au jour réel. À la Havane, les fragments commencèrent à se déplacer en synchronie, formant un réseau de lumière sur la ville. Artistes, scientifiques et curieux tentaient de déchiffrer leur langage, mais seuls Léa et Jorim, séparés par les océans, percevaient les connexions,
les couteaux, la montre, les cartes. Un musicien aveugle, en jouant une mélodie basée sur les bourdonnements des fragments, s'évanouit et se réveilla en parlant de portes sans poignée. Jorim, suivant les coordonnées, pénétra une partie de la forêt où les arbres poussaient en spirale. Là, il trouva une clairière avec un cercle de pierre et un seul arbre mort, ses branches tordues pointant vers le nord. En plaçant les couteaux au centre du cercle, une lumière bleue jaillit du sol, projetant dans le ciel une réplique de la sphère fragmentée. Au même instant, à La Havane, le fragment près de Léa émit un rayon qui connecta la montre au réseau céleste. Elle entendit la voix à nouveau, cette fois claire. La clé est le chemin, pas la destination. L'historien, observant le phénomène de loin, murmura pour lui-même. Ils sont en train de recaler le monde. Pendant ce temps, dans une salle secrète sous La Havane, un groupe inconnu surveillait les événements, leurs visages éclairés uniquement par des écrans affichant des calculs anciens. L'un d'eux dit « Ils ne savent pas que la porte ne s'ouvre qu'une fois. » Bien sûr, voici le texte traduit en français. Le réseau de lumière sur La Havane commença à battre à des rythmes différents, comme un cœur irrégulier. Léa, tenant toujours le fragment, sentit une pression dans la poitrine, comme si l'air autour devenait plus dense. La montre dans sa poche se réchauffa, et les constellations gravées sur celle-ci s'alignèrent avec les motifs de l'objet céleste. Elle courut vers l'observatoire abandonné, où l'un des télescopes pointait maintenant directement vers la ville. En regardant à travers l'objectif, elle ne vit pas La Havane, mais l'ancienne ville de ses rêves, avec des tours de lumière et des ponts qui défiaient les lois de la physique. Un fragment de l'objet céleste planait au-dessus de l'une des tours, irradiant des symboles qui ressemblaient à de l'écriture, mais qui n'appartenaient à aucune langue connue. Jorim, dans la clairière de la forêt, réalisa que les couteaux non seulement projetaient une réplique de la sphère, mais modifiaient également l'environnement environnant. Les arbres commencèrent à flétrir et à renaître en cycles rapides, comme si le temps s'accélérait et ralentissait. L'historien qui l'avait accompagné jusqu'à la recula effrayé. « Ce n'est pas normal, dit-il, la voix tremblante. Vous touchez à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. » Jorim ignora l'avertissement et plaça un troisième couteau, trouvé quelques heures plus tôt dans un ruisseau voisin. Le cercle de lumière bleue s'étendit, engloutit la clairière et créa une fissure dans l'air, à travers laquelle il était possible de voir La Havane pâle à La Havane actuelle, mais une version où les bâtiments étaient faits de lumière solide et les rues brillaient comme des rivières d'étoiles. Pendant ce temps, le groupe secret sous La Havane activa une ancienne machine, sculptée avec les mêmes symboles que la montre de Léa. Une femme aux cheveux blancs et aux lunettes noires parla avec urgence. Il synchronise les fragments sans comprendre le coup. Si l'objet se reconstruit, le voile entre les mondes se déchirera. Elle saisit des commandes sur un terminal obsolète, essayant d'intercepter la fréquence des fragments. En surface, Léa et Jorim, animés d'une intuition partagée, marchèrent vers les points où la réalité semblait la plus fragile. Elle entra dans la fissure projetée par le télescope, lui, dans celle créée par les couteaux. Pendant un instant, tous deux se virent à travers le voile, comme des reflets déformés dans un lac. L'objet, maintenant presque complet, émit un son grave qui secoua la terre et la mer. À La Havane, les artistes qui célébraient auparavant le phénomène commencèrent à disparaître. Leurs œuvres s'effondrèrent en tas de peintures et de bois. Le musicien aveugle fut le dernier à disparaître, sa mélodie brutalement interrompue. Léa, à l'intérieur de la ville de lumière, rencontra la figure bleue de ses rêves. « La clé n'appartient pas à ce monde, dit-il, en tendant une main translucide. Vous l'avez apportée, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. » Jorim, dans la forêt, vit la femme aux cheveux blancs surgir de la fissure, tenant la machine qui bourdonnait comme un essaim. « Vous avez jusqu'au lever du soleil, avertit-elle. Après cela, les deux mondes s'effondreront. » Au dernier moment, Léa choisit de détruire la montre, tandis que Jorim brisa les couteaux. L'objet se désintégra en particules dorées, et les réalités se séparèrent. Le matin, La Havane se réveilla sous un ciel normal, les artistes retrouvant leurs souvenirs, mais pas leurs œuvres. Dans la forêt, les couteaux s'étaient transformés en poussière, et l'historien ne se souvenait plus pourquoi il était là. Léa conserva les morceaux de la montre dans une poche vide, sentant que quelque chose restait incomplet. Sur une place distante, une nouvelle fresque était apparue pendant la nuit, une clé dorée suspendue entre deux constellations, avec l'inscription « Le chemin est la réponse ».